Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. C'est un peu le moment attendu par toutes et tous, le moment de la preview ultime du Tour de France de cette année, du Tour de France 2024. Le moment où on va discuter du futur vainqueur de la course. Une preview que tout le monde attend, hein, voilà. On vous a un petit peu teasé là depuis 2 semaines avec une émission autour de Netflix, avec une émission autour des coureurs qui allaient briller, avec l'étape sur laquelle le Tour allait jouer, tout ça, et puisqu'il faut à un moment terminer par celle que vous attendez toutes et tous, et bien là voilà, l'émission qui va parler de celui qui va remporter cette année le Tour de France. Alors pour m'accompagner, bien évidemment, un plateau 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles même. Tout d'abord, le leader de la team Radio Fringale, voilà, celui qu'on essaye d'emmener le plus loin à chaque fois au classement général et qui ne nous déçoit jamais, c'est Titien. Salut Titien, comment ça va ? Salut les copains, ça va, j'espère que tout le monde va bien. T'es bien gentil avec moi, le leader. Écoute, je me lance dans le Mont Ventoux dans 3 jours maintenant, donc veille du Tour de France, je vais tenter mon premier color catégorie, donc je vous dirai si je tiens encore en leader, mais en tout cas, c'est un petit défi perso avant le Tour de France, et puis bien évidemment, je suis prêt pour scruter tout ce qui va se passer au classement général. On a un plateau de folie, j'ai jamais vu, je pense, le Tour de France le plus dense qu'on ait eu en termes de favoris au général, donc voilà, je suis bien excité à l'approche de la grande boucle. Et pour nous accompagner également, celui qu'Adrien a nommé, et j'ai trouvé ça magnifique, la soquette légère de l'équipe, Lolo la Soso, comme on va l'appeler maintenant. Salut Loïc, comment vas-tu ? Ah ouais, j'adore le surnom, c'est génial. Moi, on va dire que je vais amener les gens vers l'école, mais je vais pas les monter. Mais c'est bien, il en faut. Je vais pouvoir envoyer Titien sur son col. Okay. Moi, c'est pas la soquette légère, par contre. Mais écoute, on va essayer, tu vois. C'est la chaussette de randonnée plutôt, tu vois, celle qui te fait pas d'ampoule. Bon, très bien, messieurs. Alors, avant qu'on passe au niveau du programme de cette émission, tout d'abord, mesdames, messieurs, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à penser à vous abonner. On essaye de viser les 2500 pour le début du tour. On est vraiment pas trop mal lancé grâce à vous. Bien évidemment, vous pouvez mettre un like sur la vidéo aussi pour la référencer le mieux possible. Allez voir nos dernières previews si vous les avez pas encore vues, mais seulement à la fin de cette vidéo-là. Puis je crois qu'on a à peu près fait le tour. Également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où on met d'autres contenus que celui des podcasts, les contenus qui sont faits par la rédac. Donc ce sont des articles faits par Simon et Matt qui sont géniaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et avant qu'on attaque, je voulais faire un petit point un petit peu moins fun par rapport à une vidéo qu'on a publiée dans l'espace commentaire. On a eu le droit à un commentaire xénophobe complètement dégueulasse. Alors pas à notre rencontre, mais à l'encontre de quelqu'un qui avait commenté. Comme on l'a toujours dit, on fait pas forcément de politique sur cette chaîne, c'est pas cette question-là. D'ailleurs, pour réponse, je vous rappelle que le racisme et la xénophobie, c'est pas une opinion politique, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Donc voilà. Et juste pour refaire le point, si jamais les valeurs qu'on prône nous dans le sport ne vous correspondent pas, vous pouvez passer votre chemin, y a pas de souci. Mais pour nous, le sport, c'est le partage, le respect, la tolérance, la coopération et l'émancipation. C'est pour ça qu'on est une association aujourd'hui, c'est pour ça qu'on défend ces valeurs-là, et c'est pour ça qu'on parle de vélo ensemble. Donc si vous avez des commentaires dégueulasses à dire sur les gens par rapport à d'où ils viennent, leur religion, etc., allez le faire ailleurs, c'est pas la place ici, on parle de vélo et on est très bien comme ça. Donc du respect entre vous s'il vous plaît, et évitez ce genre de propos et de comportements, ça n'a rien à faire sur Radio Fringale. Je vous remercie. Voilà messieurs. Ce petit disclaimer étant fait, parce que quand même, faut pas déconner, on va parler un petit peu de ce qui nous attend ce soir, et du coup ce soir, on va mettre 3 temps et demi même de présentation. Un premier temps, on va présenter le grand favori de ce Tour de France. Alors, l'année dernière, on en avait présenté 2. Cette année, par la force des choses, peut-être qu'il y en a un qui se dégage un peu plus que les autres. On va voir pourquoi. Derrière, on va parler de ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Alors, on a parlé des 4 fantastiques présents, donc spoiler, cette première partie et demie va parler de ces 4 fantastiques-là. Deuxième gros temps, on va aborder ceux qui pourraient nous surprendre, peut-être un chacun, voilà, un coureur chacun, où on se dit il pourrait aller gratter le podium, et pourtant il fait pas partie de ces 4 fantastiques. Et puis pour terminer, la classique, vous la connaissez, les fire bullets, où voilà, on donne un nom, oui, non, quelle position, etc., et puis on est tout bon. Messieurs, est-ce que vous êtes chaud pour ce programme ? Allez, c'est parti. Avant toute chose, quand même, puisque je suis sympa, je vous ai réservé un petit jeu qui s'appelle Primoz, Tadej ou les deux.
Ok, oh là là, ça Ok. parle slovène. Ça va parler slovène ce soir. De toute façon, Très on risque bien. de parler un petit peu slovène quand même Oui, c'est pendant, vrai, je pense cette, que- cette preview. Messieurs, vous aurez le droit à une réponse à chaque fois. Donc si vous vous plantez, même si vous essayez d'aller plus vite que l'autre, bah tant pis pour vous. Ça marche ? Mhm. Ok. J'ai remporté un Giro. Et 2. Les deux. Tout à fait, les deux. Bien joué, Titien. J'ai remporté Tirreno Adriatico par 2 fois. Tadej Pogacar. Et non. Ah merde. Bah, du coup, Primoz. Et non. Ah, Les c'était deux, les deux. messieurs, Ah, 2023-2019 pour Primoz et Eh oui. 2021-2022, pardon, pour Tadej Pogacar. Ah là là. J'ai déjà remporté un critérium du Dauphiné. Les deux. Primoz. Primoz uniquement, tout à fait. Tadej Pogacar, d'habitude, on le voit plutôt sur le Tour de Slovénie. Pas trop chaud de venir sur le critérium pour le moment. J'ai remporté un Tour de France. Pogacar. Tadej. Tadej Pogacar, tout à fait. Je crois que Titien, tu es en tête avec un petit 3. Je me fais écraser, Ouais, c'est pas encore ça, mais t'inquiète pas. C'est la collection en Bretagne qui fonctionne pas, c'est pour ça. Tout à fait. J'ai à mon palmarès une Vuelta. Enfin, Primoz. plusieurs Vuelta, Primoz. pardon, excusez-moi, oui. Primoz. Tout à fait. En effet, Tadej Pogacar, bah, c'est celle qui lui manque, un petit peu comme finalement le Tour de France, c'est celle qui manque à Primoz. Et puis, pour terminer, je me suis déjà imposé sur Liège-Bastogne-Liège au sprint face à Julien Alaphilippe. Primoz. Ah bah non, les deux. Primoz. Et oui, les deux, messieurs, les Ah deux. oui, les deux, putain, les deux, c'est vrai. Et oui, tout à fait. Deux fois. Oui, Oh. exactement. J'avais oublié la clownerie de 2020. Ouais. Aïe, 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 aïe. Voilà, eh bien, je crois Il y a des qu'on- choses qu'on peut faire oublier. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Maintenant Ah, merde. qu'on s'est fait un petit peu de fun, voilà, tous ensemble, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et spoiler alerte, messieurs, le grand favori de ce Tour de France, bah, on vient d'en parler, hein. On aurait pu finir par là. Je suis le grand favori. Bah voilà, je peux vous dire, je vais gagner le Tour de France 2024. Les deux ou Je veux pas te faire de peine, j'aimerais bien dire les deux, tu vois, Les deux. mais je pense que malheureusement, déjà, il y aurait qu'un vainqueur et bon, il y a quand même. Ça va à petit l'encontre degré de ce qu'on a dit d'attente ça va à l'encontre de ce qu'on a dit sur le début de saison sur Tonton Primoz. Donc moi, je vais pas pouvoir dire que Primoz va gagner le Tour de France. Allez, Titien, je te laisse la main. Parle-nous de Tadej Pogacar et de son armada UAE au départ de ce Tour 2024. Ouais, bah forcément, grand favori du Tour de France. Il a écrasé la saison jusqu'à maintenant. Partout où il est passé, ça a été démonstration sur démonstration. Et on a l'impression qu'on a encore un Tadej Pogacar en version 4.0 par rapport à l'incroyable coureur qui était déjà les années d'avant. Moi, je suis bluffé par ce qu'il fait. 80 km sur l'Estrade Bianche, 35 km sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà, il a l'air de se balader dans les montées sur le Giro. Il n'y a rien qui bouge quand il est dans des pentes à 15%. Il a montré depuis début de saison aucun signe de faiblesse. Voilà, donc premier argument, voilà, c'est un coureur incroyable qui a encore pour moi passé un énorme cap cette année. Deuxième argument en faveur de Tadej Pogacar, il aura pour moi ce qui est la meilleure équipe peut-être que j'ai jamais vue sur un Tour de France. Alors peut-être, voilà, on a quand même eu des armadas à la Jumbo les 2 années précédentes. On avait la Sky avant, voilà, enfin même dans les années 2000 il y avait des grosses équipes, mais là clairement. Faut se dire qu'il a à son service un mec quand même comme Adam Yates qui a remporté plusieurs courses par étape d'une semaine, qui a fini 3e du dernier Tour de France, un mec comme Almeida, 3e du dernier Giro, Juan Ayuso, le plus jeune coureur à avoir fini sur un podium de grand tour, Vuelta quand même 2022 à 19 ans, donc voilà, c'est quand même une énorme armada des lieutenants en pleine comme Tim Wellens, comme Politt. Enfin voilà, il aura vraiment du mal à être mis en difficulté, en tout cas au travers de son équipe, ce qui n'était pas le cas les années d'avant. On se souvient que l'équipe UE a mis du temps à se construire. En 2020, il gagne le Tour de France en étant un peu tout seul. 2022, bah voilà, il y a ce coup du granon inférieur par rapport à l'équipe Jumbo. Bah voilà, il passe par la fenêtre. Et donc voilà, l'équipe de Tadej Pogacar, elle est impressionnante. Elle devrait lui permettre de s'économiser et de porter ses attaques quand il faut. Et puis, troisième argument en faveur de la domination de Pogacar, c'est que il y a un mec qui s'est montré supérieur à lui sur les 2 derniers Tours de France. Malheureusement, Jonas Vingegaard est tombé. On sait pas en fait, on connaît pas son état de santé. Ce qui est sûr, c'est qu'il
il peut pas être à 100% comme il était les années d'avant, étant donné qu'il a une prépa perturbée. Donc voilà, tous ces arguments, un super Pogačar, une super équipe et un adversaire qui est un peu moins fort. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc, mais pour moi, je le vois difficilement être battu sur ce Tour de France. Bah, moi, j'entends tes arguments, hein, parce que pour moi, en fait, Pogačar, sa grosse limite avant, c'était les enchaînements de col et la grosse altitude, et j'ai l'impression que ce step, il l'a fait. J'ai l'impression qu'il est tout aussi fort, en fait, dans ce genre d'étape, et c'était vraiment la grosse limite où moi, je le voyais vraiment inférieur à Vingegaard. Et puis, bah, c'est vrai que UAE amène une énorme équipe, quoi. Enfin, c'est du jamais vu. Justement, je pense que là, il y a une limite pour UAE, c'est qu'en fait, j'ai peur qu'ils se marchent dessus. C'est-à-dire que pour moi, là, quand je regarde leur équipe, il y a 4 mecs qui peuvent faire le podium et qui peuvent, dans n'importe quelle autre équipe, c'est des leaders pour gagner le général. Et en fait, j'ai peur qu'à un moment, un Yates se dise, bah moi, je vais pouvoir y aller, là, je vais pouvoir lâcher Pogačar et je vais foncer. Je pense que l'intérieur du bus de UAE peut vraiment exploser sur ce tour. Et c'est vraiment la limite que je peux voir. Mais s'ils se mettent tous au service de Pogačar, et si dès le début c'est très clair que c'est lui le leader en interne, parce que la tactique qu'ils ont, c'est de dire qu'on a plusieurs leaders pour pouvoir faire des tactiques de course, etc., comme ce qu'avait fait la Jumbo précédemment avec Vingegaard et Roglic. Mais là, je pense que, en fait, c'est une force, mais une faiblesse en même temps aussi. C'est-à-dire que apporter de si grosses individualités, franchement, j'ai rarement vu dans n'importe quel sport des super teams, vraiment des super teams avec des énormes égos, vraiment aller gagner. J'ai l'impression que c'est souvent une catastrophe, en fait. Et j'ai quand même l'impression que UAE est extrêmement solide et que normalement ça devrait pas être le cas. Mais quand il faut trouver une faiblesse dans une équipe qui est extrêmement forte, oui, il faut en trouver quelque part, il faut trouver des arguments. Mais après aussi sur l'état de forme de Vingegaard, moi je pense que Vingegaard, il va falloir, en fait, il faut le traiter dans les previews comme s'il était, bon pas à 100%, mais s'il était comme s'il avait ses moyens, parce que sinon c'est impossible de faire une analyse. On n'a aucune idée de l'endroit où il est dans son entraînement. On a cru entendre de certaines personnes qu'il arrivait à peine à monter sur un vélo il y a 2 mois. D'autres qui disent qu'en fait, s'il revient pour le tour, c'est qu'il est à 100%. Moi, je sais pas trop qui il faut écouter. Et j'ai vraiment une très grosse interrogation sur son état de forme. Mais je pense que, vu le début du tour qu'on a, on va être très très vite au courant de l'état de forme de Vingegaard. Et je pense que UAE, justement, on va essayer de voir dans quel état de forme il est. Ils vont essayer d'attaquer dès le début pour voir dans quel état est leur adversaire principal. Donc je pense que ça va donner un Tour de France très explosif dès le début et ça va être super sympa à regarder. Avant qu'on rentre un peu plus en détail, en effet, Loïc sur Vingegaard et même la Jumbo. Bon, pour moi aussi, alors, ce qui est fou, c'est qu'avant cette chute, on va quand même parler de Vingegaard parce que bon, l'année dernière, comme on l'a dit, c'était un duel entre les deux et enfin, ça fait maintenant 2 ans qu'on est plutôt sur un duel, bien qu'il y a 2 ans, on s'attendait plutôt à la Jumbo contre Pogačar et là, l'année dernière, on avait vraiment les masques qui étaient tombés et on savait que ce serait Vingegaard contre Pogačar. Au début de l'année, quand j'ai vu que Pogačar s'alignait sur les deux Grand Tour, Giro et Tour de France, je me suis dit bon bah ça fait de fait de Vingegaard le grand favori de ce Tour de France. Alors attendez juste 2 secondes, j'ai un petit Minimoys qui vient me dire bonne nuit. C'est l'instant coup de cœur de l'émission. Oui, c'est comme ça, hein. On est à la maison, donc vous savez. Hein. Le jour où on aura des studios quelque part, peut-être, ce sera différent. Mais ouais, voilà. Sponsorisé par Decathlon. Exactement, oui, Vandrizel. Je disais du coup. Ouais. Ça faisait du coup de fait pour moi pas forcément de Pogačar le favori puisque c'est déjà ce que j'avais pu dire sur les années précédentes. Je trouve qu'il fait des débuts de saison où il court beaucoup, il court des courses difficiles et c'est peut-être pas pour ça. Bon, l'année dernière il a chuté, on est d'accord, mais il y a 2 ans il arrivait sur les Flandriennes et moi j'avais tiré un peu la sonnette d'alarme en disant waouh, méfiez-vous quand même parce que c'est des grosses courses, mine de rien ça ampute un peu la préparation du Tour de France et à ce moment-là il était vraiment au-dessus de tous les autres coureurs. Et puis il y a Vingegaard qui est arrivé, un mec qui est spécialiste des grands tours, qui fait quasiment que ça et puis des courses par étapes d'une semaine.
Et puis finalement, bah, on a vu que quand on est hyper préparé face à quelqu'un qui est ultra talentueux, mais peut-être à peine moins bien préparé, bah ça gagne pas. Et du coup, avec ce Giro, je me disais, ouf, en fait, il donne la victoire à Vingegaard, quoi. Il va arriver sur le tour, il va lui donner le change un petit peu, mais Vingegaard sera au-dessus, on n'en parlera plus. Et puis il y a eu cette énorme chute qui fait qu'on ne sait pas où en est Vingegaard aujourd'hui et qui fait pour moi du coup de Tadej Pogačar le favori légitime, surtout après le Giro qu'il nous a fait, où peut-être qu'il a un petit peu forcé, mais voilà, il était clairement au-dessus de tout le monde. Après, juste pour focus Tadej Pogačar, moi je trouve quand même que Tadej Pogačar, j'en avais parlé dans la preview de là où le tour pourrait se jouer, bah, il a des trous d'air. Faut être capable de les saisir. Alors sur le Giro, on les a pas trop vus parce que la concurrence, bah, c'est pas celle qu'il va avoir sur le tour. Il était déjà loin devant et tout, mais il y a quand même des étapes où moi je l'ai trouvé, alors il pouvait pas mettre 5 minutes à tout le monde tout le temps, mais voilà, où tu sentais que bah peut-être que face à d'autres gars, face à une concurrence un peu plus solide, un peu plus sereine, enfin voilà, je pense notamment à la première étape où il met un écart qui est pas si fou que ça. Alors oui, on avait parlé des pentes, machin, tout ça, on est d'accord. La première étape de montagne, hein, j'entends. Voilà, je sais pas si Tadej Pogačar, alors il était imprenable par rapport aux gens qui étaient là, mais on sait qu'il peut avoir des moments où il est moins bon dans un grand tour. Et bah, ça fait 2 ans quand même qu'il nous montre qu'à chaque fois, il y a au moins une étape où il déconnecte complètement. Et sur les 2 dernières années où il déconnecte, c'est dans des grosses étapes et c'est là qu'il perd la course. Donc il n'est pas non plus à 100% fiable, Tadej Pogačar. On sait qu'il peut avoir des jours sans, il l'a montré sur les dernières années. Et puis pour revenir sur son équipe, bah, je te rejoins assez Loïc. Alors l'équipe est incroyable, c'est vrai, mais bon, à la fois les types ont des palmarès plutôt intéressants, et en même temps, même intrinsèquement, à part Adam Yates, que je mets vraiment au-dessus des autres, il fait 3ème du tour l'an dernier, on avait des interrogations sur 3 semaines, l'an passé il a montré que derrière Vingegaard et Pogačar c'était le meilleur, donc voilà, il peut tenir 3 semaines, on sait que sur les courses d'une semaine, de toute façon les frères Yates sont monstrueux, Adam Yates aussi, donc voilà, donc je le mets vraiment comme un lieutenant plus, voilà, un coéquipier de luxe, en plus on a vu qu'il était capable de se mettre à la planche pour son leader, il n'y a pas de souci. Derrière, on a Juan Ayuso, que je mets un peu au-dessus au vu de ses performances aussi, hein, on sait que c'est un très très bon coureur, qu'il est prometteur, mais en même temps, Juan Ayuso, depuis toujours, c'est un futur leader, c'est pas un coéquipier. Il a quasiment jamais eu ce rôle de coéquipier. Je sais pas comment mentalement, un mec qui est en plus attendu par l'Espagne comme le successeur, machin, tout ça, peut se dire, bah je vais tout mettre de côté pour me mettre à la planche pour Pogačar, sachant qu'on sait que Pogačar peut avoir des coups de moins bien, et on sait pas si à la pédale, vraiment tout de suite, il va être ultra devant ses lieutenants. Et puis alors pour terminer, pour moi, celui qui serait le 3ème plus costaud, c'est Joao Almeida. Et Joao Almeida, on va pas se mentir, en termes d'équipier, alors il a un peu de rédemption depuis qu'il est chez UAE, mais c'est quand même pas ça. On l'avait vu lorsqu'il courait avec Remco sur le Giro il y a quelques années de ça. On sait qu'aussi, au vu de son profil, qui est souvent de se laisser décrocher quand ça accélère pour revenir au train, bah, je suis pas sûr que c'est ce qu'il faille réellement pour faire péter un peloton. Donc cette équipe, oui, elle est belle, oui, il y a du monde, oui, il y a des palmarès, oui, il y a des victoires, oui, machin, et en même temps, Soler, c'est pas un bon coéquipier non plus pour moi. En vrai, des vrais bons coéquipiers, il y a Yates, il y a Sivakov, il y a Politia Wellens, puis les autres, c'est des coureurs qui pourraient briller sur des grands tours, mais que je vois pas forcément. Alors on va parler après de la Jumbo et de l'absence de Kuss, qui pour moi fait que la Jumbo passe derrière quand même UAE en termes d'équipe, mais on parlait un peu pour déconner, ouais, ils vont partir à 3 dans l'école et tout machin. Je suis même pas sûr qu'intrinsèquement ils le puissent. Yates, Pogačar, y a pas de souci. Et puis comme je te disais Loïc, je pense que derrière, dans le bus, il y a moyen que ça frictionne aussi un petit peu. Donc cette équipe, ce sera à la fois une force, comme ça pourrait vite être un boulet si jamais ça se passe pas comme prévu, sachant qu'il me semble qu'ils ont quand même dit que ce serait tout pour Tadej. Et il y a quand même des sacrés caractères dans cette équipe. Les gars, justement, je pense qu'on n'est pas prêts. Hein. Moi, je pense que justement ce que tu dis sur le fait que, en fait, dans leur tête, je pense pas que ce soit des équipiers, c'est vraiment des leaders dans leur tête. Et en fait, ils auront pas ce truc comme Kuss d'aller à 100% pour faire exploser le peloton. Ils vont vraiment, je pense qu'ils vont quand même essayer de regarder un tout petit peu en dessous pour se dire, attends, mais là, je peux quand même jouer ma 2e place ou ma 3e place au général. J'ai pas envie de me faire complètement péter. Et justement, je pense que là-dessus, vraiment, ça peut poser des problèmes pour UAE. Ouais, je suis pas du tout convaincu. Je pense qu'en fait, en roulant pour Pogačar, ils vont servir leur cause aussi. C'est-à-dire que quand Adam Yates il va se dresser sur les pédales, dans sa roue, il y aura Almeida, il y aura Pogačar, et puis les autres, ils seront à 40 secondes derrière. Et finalement, en roulant eux-mêmes pour leur leader, je pense que, on a vu ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse quand même. C'est démonstration. C'est plus qu'une démonstration. C'était une humiliation pour les autres coureurs. Almeida qui fait un train de 10 km
et qui a encore les moyens de revenir sur Yates et carrément de gagner des étapes. C'est une surdomination. Ils arrivent à un niveau. Enfin, Almeida, il a pété tous ses records de watts qu'il a jamais fait. Donc, je pense qu'ils arrivent très très fort. Et effectivement, c'est pas forcément des équipiers de base. Mais je pense vraiment qu'en faisant le travail, ils feront péter tous les autres aussi. Et moi, j'y crois vraiment. Et je crois vraiment que pour la première fois, on peut avoir un triplé de la même équipe sur le podium si Jonas Vingegaard n'est pas remis. Jonas Vingegaard, sur son niveau intrinsèque à 90%, il peut faire deuxième du Tour de France sans aucun souci. Mais dans le cas où voilà, on n'a pas un Vingegaard au top, je vois vraiment personne derrière qui serait capable de suivre les UAE. Almeida, j'y croyais pas avant, mais vu son Tour de Suisse, c'est quand même, enfin, j'ai jamais vu comme ça en montagne, et c'est quand même impressionnant. Adam Yates, pour moi, c'est un des 2-3 meilleurs grimpeurs du monde en montagne, avec Pogacar, enfin, derrière Pogacar et Vingegaard. Donc, je pense qu'en même temps, ils serviront leur cause à eux, et ils savent très bien, enfin, de toute façon, voilà, ils sont payés, c'est les coureurs les mieux payés du peloton. Donc, on va dire, Pogacar, c'est le leader unique. Je pense qu'ils auront rien à redire, surtout que il aurait pu avoir un problème en fait si justement il venait sans Pogacar autour. Ayuso, Almeida et Yates, là ils auraient pu se dire ah non je roule pas pour l'autre. Attends j'ai autant mes chances que lui. Là il y a quand même un mec qui est largement au-dessus du lot. Toute l'équipe va rouler pour lui et je pense pas que ça les freine. L'année dernière Adam Yates il roulait pour Pogacar dans l'école et sauf qu'il lâchait tout le monde et du coup il est allé chercher cette 3e place parce qu'en faisant l'équipier il a servi sa propre cause. Donc moi non j'y crois vraiment et j'ai un peu peur de cette surdomination. Enfin, de les retrouver à un niveau incroyable. Alors, j'ai l'impression que c'est la surenchère. Chaque année, la Jumbo, l'année dernière, ils avaient montré un niveau de fou. Maintenant, c'est UAE qui en a marre de se faire battre. Et tu vois, moi, ça me fait penser à la célèbre phrase de Mbappé qui me dit pas content de tripler. Voilà, je pense qu'ils sont pas contents de cette fait dominer les dernières années. Ils ont tout mis en œuvre et je crois vraiment qu'ils peuvent aller chercher ce triplé au classement général. Et j'espère que ça se passera pas comme ça, mais je ne serais pas surpris. Donc, potentiellement, oui, ça peut générer peut-être des petites tensions, le fait qu'ils soient pas des équipiers de base, mais sur leur niveau intrinsèque, je suis même pas sûr qu'il y en a qui puissent s'accrocher quand ils vont embrayer. Mais voilà, écoute, on verra maintenant dans quelques jours. Mais t'as vu le bordel que ça avait fait à la Vuelta, le fait que la Visma, enfin la Jumbo à l'époque, arrive à mettre 3 mecs sur le podium. Ça avait créé des tensions et c'est. Ah mais ils les ont quand même mis sur le podium, donc. Oui, mais ça a fait imploser l'équipe. Ça a fait imploser l'équipe, mais sauf que voilà, là il y a quand même un mec qui est au-dessus des autres, donc je sais pas. Et ouais, enfin pour moi en tout cas jamais un Joao Almeida ou un Adam Yates ou encore un Juan Ayuso ils peuvent contester quoi que ce soit à Pogacar. Donc moi écoute, j'ai peur qu'il soit vraiment tellement fort qu'il y a même pas de questions à se poser, il y a même pas de tactique à faire et que ça se joue simplement au train à la pédale dans l'école et qu'il y ait plus personne. J'ai pas du tout envie de ce scénario, mais au vu de ce que j'ai vu dans les dernières semaines et j'ai vu personne sur le Dauphiné qui me rassurait et me dire que il allait pouvoir mettre en difficulté cette équipe, donc on verra. Mais en tout cas, je croise très très fort les doigts qu'on ait un top, un Jonas Vingegaard quasi à son top pour contrecarrer les plans de cette équipe parce que c'est peut-être le seul auquel je crois pour le faire. Franchement, moi je trouve que, déjà il y avait personne sur le Tour de Suisse. Voilà, clairement, je trouve que l'opposition qu'il y avait sur le Dauphiné, c'était pour moi une meilleure opposition. Et en plus, Almeida, c'est quand même un des mecs les moins réguliers au monde. Et comme dit, cette année, quand Ayuso, il a été notamment, il a fait Paris-Nice Ayuso cette année, on est d'accord. Et il était sur Tirreno. Il était sur Tirreno. Qu'est-ce qui était sur Paris-Nice ? C'est Almeida qui était sur Paris-Nice ? Ouais, c'était Almeida. Voilà, mais qui était très mauvais équipier, effectivement. C'est vrai. Et oui, en effet, Ayuso, pour moi, c'est pour ça que je le mettais un cran au-dessus. C'est vrai qu'il était sur Tirreno et finalement, sa saison me semble. Voilà. Et non, il était sur le Dauphiné Ayuso cette année, ok. Et il est DNS, malade, certainement ? Il était dans la chute Ayuso, en fait, du Dauphiné. Là. C'est pour ça qu'il a abandonné le Dauphiné. Mais t'as vu comment il avait explosé aussi sur le Tour de Romandie ? Enfin, pour moi, c'est en fin de cycle. Il fait deuxième de Tirreno, vainqueur du Pays Basque. Il avait enchaîné beaucoup de courses à très haut niveau. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas, mais moi, ils m'impressionnent tous. Franchement, je sens que les émulations d'équipe peuvent en plus marcher. Donc, on verra. En tout cas, messieurs, après, je pense. Ouais, vas-y, Loïc, pardon. Je pense qu'on contre-argumente aussi parce qu'on n'a pas envie de voir ce scénario. Enfin, non, mais moi je suis comme tout le monde. J'ai envie moi, sincèrement, j'y crois pas. Serré, mais... Sincèrement, je veux dire, intrinsèquement, quand je vois les coureurs UAE et tout, ils sont très bons et tout ça, il n'y a pas de souci.
mais genre clairement, alors peut-être je me trompe, hein, mais je vois aucun monde où il y a un Roglic préparé, qui a pas chuté 15 fois, alors pas chuté 15 fois c'est chaud, mais qui est préparé, qui se fait lâcher par Almeida dans un col, hein. Et même Yates, hein. Mais... Franchement, je vois aucun monde où ça... Yates peut-être, mais Almeida, où jamais de la vie. Almeida n'a jamais lâché Roglic dans un col en mode easy, machin, tout ça. Je pense pas que c'est cette année que ça va arriver. Et non, Moi, je suis d'accord avec toi, Théo. pour moi, ils sont bons et tout, hein, ok, mais au Tour de Suisse, comme dit, hein, il y avait Son Père, et oui, il était bon et tout, mais je veux dire, lâcher Skelmose dans les pentes, c'était pas non plus, c'est Skelmose, quoi, on en a parlé comme un mec, on sait que c'est un très bon puncher, ça grimpe un peu, mais c'est pas dès qu'il y a de l'altitude et des cols un peu longs, il y a plus personne non plus, non, Yates, je suis d'accord, franchement, si Vingegaard est pas en forme et tout, peut-être qu'un doublé UAE, surtout s'ils mettent un peu de distance, c'est faisable. Je pense que Adam Yates, il a montré vraiment qu'il avait perf de plus en plus, que ça lui avait fait un bien fou d'aller chez UAE et tout. Ayuso, Almeida, franchement, sur leur saison de cette année, et Almeida plutôt sur sa carrière, parce qu'Ayuso, il a encore une très jeune carrière, j'y crois moins. Mais en tout cas, le mec, on l'a dit, qui pourrait venir briser l'hégémonie UAE, c'est le double vainqueur sortant du Tour, c'est Jonas Vingegaard. Loïc, tu nous parlais des interrogations qu'il y a sur Vingegaard. Si tu veux, je te laisse la main pour parler un petit peu du coup de la saison de Jonas, ou simplement de où il en est, de ce qu'on peut en attendre, et puis qu'on puisse voir un petit peu ensemble quel élément de réponse on peut avoir pour répondre au mystère qui plane un petit peu sur son état de forme. En fait, Jonas, il a fait un début de saison, mais c'était tonitruant. Enfin, il a écrasé tout le monde sur Tirreno, sur le Grand Camino. Il a explosé tout le monde. Il avait un calendrier qui était fait que de courses par étapes. C'était une préparation pure pour le Tour. Et malheureusement, sur le Tour du Pays Basque, il tombe dans cette fameuse chute où on a parlé 15 millions de fois, qui est pas vraiment... c'est pas vraiment pas très beau comme sujet, et je n'ai pas forcément très envie qu'on s'étende dessus. Mais donc il sort avec énormément de blessures et il n'arrive pas... Moi j'étais assez inquiet justement pour sa carrière et parce qu'on a vu quand même énormément de coureurs ne jamais sortir de ce genre de blessures qui sont de gravité assez similaire, ou voire un peu plus grave quand même. Et donc on a des énormes interrogations sur son niveau parce que c'est sa première course, c'est son retour. Après, on a eu des déclarations de la Visma qui disaient si on amène Jonas, ce sera à 100% où il pourra forcément gagner, il pourra jouer la gagne sur le Tour. On n'a pas envie de l'amener à 50%. Et en fait, la saison de la Visma, ça a été catastrophique depuis. Il y a eu l'espoir Jorgensen, mais après il y a eu chute sur chute, de la malchance de partout, et justement en fait il fait une saison qui est, pour moi, c'était le grand grégario de Jonas sur les grands tours, et il y est pas. Je pense qu'il paye vraiment sa saison de l'année dernière où il fait 3 grands tours. Puis il a le Covid de ce que je voyais, il est pas remis complètement de son Covid pour le Tour cette année. Ouais, mais je pense que, en fait, tu l'as vu comment il a performé sur cette saison, il est fatigué, je pense. Et je pense que son système immunitaire, je suis pas médecin, mais je pense qu'il est extrêmement fatigué, et le Covid, le fait qu'on soit extrêmement fatigué, je pense que on ressent plus les symptômes si on est dans un état de fatigue avancé. Et je pense que vraiment, la saison de l'année dernière, ça l'a cramé, et je sais pas si cette saison, on va le voir revenir dans l'état de forme où il était l'année dernière. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'était vraiment son atout majeur sur l'année dernière. Jonas, c'était lui qui faisait péter tout le monde, avec d'autres, bien sûr. Et il y avait aussi Van Hooijdonk qui était extrêmement bon rouleur, et malheureusement qui a eu un problème de cœur et qui a dû arrêter sa carrière. Ça, c'est vraiment une carte en moins aussi chez la Visma. On a beaucoup d'interrogations sur Van Aert, qui a l'air de revenir un peu en forme. La seule certitude qu'on a chez eux, c'est Jorgensen. Et je suis vraiment curieux de voir dans quel rôle il va venir. Est-ce qu'il vient en co-leader? Est-ce qu'il vient vraiment pour se battre pour Jonas? On va vraiment pouvoir... vraiment, je pense qu'on peut vraiment assister à une éclosion de coureurs sur ce tour, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Et le collectif de la Visma reste extrêmement fort quand même.
On a des coureurs qui, quand ils sont à 100%, peuvent écraser tout le monde et qui peuvent amener vraiment amener un peloton. Et justement, en fait, je trouve que la Visma a des meilleurs rouleurs que UAE. Ils peuvent là-dessus être un peu meilleurs tactiquement sur des étapes où les coureurs peuvent avoir un peu peur de chute, etc. Je pense qu'ils sont mieux protégés. Et voilà, je pense que... Je sais pas ce que vous allez dire là-dessus, messieurs. Tu veux y aller, Titien? Ouais, non, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, j'ai l'impression que, enfin, voilà, je crois beaucoup, en fait, aux émulations un peu d'équipe et aux dynamiques. Et elle est pas bonne, la dynamique, depuis cet incident, mars 2024, avec avec les chutes, de Vingegaard et de Van Aert. Et je sais pas, j'ai du mal à me dire que la dynamique, elle va pouvoir s'améliorer. Enfin, il y a rien qui va, en fait. À chaque fois, il y a des chutes, il y a des abandons, il y a des problèmes tout le temps dans l'équipe. Donc, ouais. Est-ce que ça va enfin aller mieux sur ce Tour de France? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai jamais autant espéré que Jonas Vingegaard soit en forme sur un Tour de France, parce que sinon, je pense que ça peut être très très long. Malgré tout, j'arrive pas à imaginer qu'il puisse être à 100%. Enfin, sinon, à quoi bon aller faire des préparations toute l'année au millimètre près, si tu chutes, tu te brises ton corps en deux, et 2 mois après, 2 mois et demi après, tu peux être quasi à 100% et gagner le Tour de France. Alors oui, il est très fort, et même remis à 90%. J'ai aucun doute qu'il pourra jouer au moins le podium, mais jouer la gagne face au super Pogacar de cette année, pour moi, ça me semble très très difficile. L'équipe, je la trouve inférieure. Donc, j'espère que la Visma saura donner du fil à retordre à UAE, mais pour moi, c'est même pas la deuxième puissance de ce Tour. Je dirais que c'est la troisième ou quatrième. Donc, ouais, je suis pas hyper serein. De toute façon, je pense qu'on le saura assez vite. Je pense que Jonas Vingegaard, il va être testé très rapidement par ses rivaux. Ils ont tout intérêt à le faire, parce qu'un Jonas Vingegaard qui traverse le Tour de France un peu en difficulté, mais qui est à 3 minutes au départ des 3 dernières étapes, là où tout peut basculer. Voilà, avec de la montagne, l'altitude, s'il revient à 99% en fin de tour, il peut renverser le Tour. Donc moi, je serais l'équipe UE, j'essaierai de le tester, et si possible de le mettre en jeu le plus rapidement possible. Et je pense qu'on va avoir 2 belles étapes italiennes et même une belle étape du Galibier pour ça. Donc voilà, écoute, pas plus d'infos sur son état que les autres, donc j'ai plus qu'à espérer que malgré tout il puisse être compétitif, même si au fond de moi-même, je pense que ça sera quand même un peu court pour Vingegaard. Enfin, je pense qu'on verra pas le Vingegaard des 2 dernières années sur ce Tour. Écoute, Titien, je te rejoins sur le fait qu'on verra, à mon avis, pas le Vingegaard des 2 dernières années, et d'ailleurs de l'an passé, et heureusement, je pense, parce que clairement, comme Oui. si Pogacar, avec son Giro dans les pattes, il avait dû affronter un Vingegaard avec 1 an de plus d'expérience et 2 victoires sur le Tour. Pour moi, voilà, cette preview, on en parlerait dans l'autre sens, en disant on espère que Pogacar a bien géré son coup et qu'il sera en forme pour ce Tour, sinon on va s'ennuyer. Mais du coup, c'est pour moi ce qui rend ce Tour excitant, parce que je pense vraiment que Pogacar, même s'il est très fort, on va pas avoir un Pogacar à 100% là. Oui, il a préparé son truc, oui, il récupère bien, oui, machin, oui, truc, mais c'est pareil, c'est pas anodin. Si ça fait aussi longtemps que quelqu'un n'a pas doublé Giro Tour de France, c'est qu'il y a des raisons, et pourtant on a vu des mecs monstrueux essayer de le faire, des gars qui écrasaient tout le monde et qui n'ont pas réussi. Donc je pense que Pogacar, il va malgré tout payer son Giro, bien qu'il n'y ait pas eu une adversité de dingue. Et Vingegaard, alors c'est plus compliqué qu'une course, hein, puisque c'est une chute avec voilà toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Mais il va être remis, je pense, et là où, enfin, il va être remis suffisamment pour prendre le départ et espérer au moins un podium, voire plus. En plus de ça, quand je regarde les premières étapes, alors oui, il y a une belle étape italienne. Pour commencer avec voilà ces boss de 3ème catégorie un peu punchy où ça va être compliqué machin tout ça, mais en même temps quand je regarde son équipe à Vingegaard, je me dis qu'elle est faite pour lui permettre de tenir sur les 12 premières étapes. Elle est faite pour qu'il puisse avoir 10 bonnes, une petite quinzaine de courses là, pas trop dures, et que finalement je pense que ça va pas être hyper simple de le piéger, sauf s'il est vraiment hors de forme, et auquel cas ce sera faisable. Mais là, le gars, il a quand même, juste autour de lui pour résister sur les étapes italiennes, Tige Benoot, Matteo Jorgensen, Christophe Laporte, Wout van Aert, que des mecs, alors un peu moins Laporte, mais que des mecs qui vont hyper bien sur les Ardennaises, et quand on regarde les premières étapes, alors un peu plus de dénivelé peut-être que sur des Ardennaises, mais on est sur des montées courtes avec beaucoup de dénivelé, et franchement,
je pense que cette équipe va lui permettre d'être protégé jusqu'à ce qu'on arrive à la haute montagne. Alors bien évidemment, vous allez me dire, il y a l'étape, mais on en a parlé, l'étape 4, pardon, qui arrive à Valloire, mais nous, on en a parlé comme un truc un peu escamoté. Franchement, à part vraiment très très hors de forme, je pense pas qu'on lâche Jonas Vingegaard dans le col du Galibier, 23 km à 5% par le Lotaret. Enfin, à mon avis, il aura le niveau pour suivre. Ou alors il perdra peut-être 20 secondes, mais pas assez pour être hors jeu. Et par contre, sur tout le reste, moi, ce qui m'inquiète plus pour lui, c'est le chrono. C'est ce chrono de 25 bornes tout plat, quasiment. Voilà, on sait que sur des chronos tout plats, il est quand même moins fort que, pour moi, des Pogacar, des Roglic, des Remco, on n'en parle même pas. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de dénivelé dans les chronos pour que Vingegaard brille vraiment. Et on sait que le chrono, c'est une position particulière, etc., etc. Avec ses chutes, est-ce qu'il sera remis? Est-ce qu'il sera prêt? Est-ce qu'il tiendra? Est-ce qu'il sera capable d'emmener du gros braquet et de tenir la position aéro? Enfin, ça m'inquiète un peu et je le vois bien prendre un éclat dans ce chrono, voire au moins une minute, peut-être 1 minute 30, et là ce sera peut-être un peu plus inquiétant. Pour finir sur l'équipe, pour moi, je voyais avec Kuss juste la meilleure équipe, hein, parce que clairement, comme je l'ai dit, Tish Benoît, c'est un mec qui roule très bien en montagne, qui sait tout faire. Van Aert, pareil. Kelderman, c'est un super capitaine de route. Tratnik, qui pour être protégé sur le plat, voilà. Et puis en montagne, il avait Kuss, qui pour moi est le meilleur équipier en montagne de ces dernières années. Et Matteo Jorgensen, dont je reparlerai plus tard dans cette vidéo, donc je vais pas m'étaler sur lui tout de suite. Mais voilà, il avait une équipe magnifique. L'an passé, on s'était aussi posé la question, est-ce qu'ils emmènent assez de grimpeurs chez la Visma? On avait vu que c'était largement suffisant pour permettre à Vingegaard de s'en sortir. Donc voilà, l'absence de Kuss, par contre, remet quand même pas mal de choses en perspective, parce qu'on perd le vrai lieutenant en montagne pour moi, et voilà, un Kuss, on voit le tour ou même la saison qu'il fait l'an passé, on se doute bien que c'est un gars qu'il faut avoir avec soi hein, quand on aborde un grand tour. Donc voilà, donc sur l'état de forme, zéro idée. Le parcours, je pense qu'il est plutôt favorable à un profil comme Vingegaard qui revient de sa blessure, c'est-à-dire il n'y aura pas grande possibilité de le tester sur les 10 premiers jours, et je pense qu'il a plutôt besoin de temps pour se remettre en canne et voilà. Après voilà, hein, comme dit, s'il n'était pas en forme, il serait pas là. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ce coup de bluff en se disant, même pour les sponsors et tout, on peut pas se permettre de pas y aller avec Jonas s'il est capable de le faire. Enfin voilà, là-dessus, pas plus d'infos que tout le monde. Juste pour moi, il a une très bonne équipe. L'absence de Kuss, c'est dommage, et le parcours lui est plutôt favorable pour lui permettre de se remettre sans que ce soit trop compliqué. Donc ça me donne des motifs d'espoir pour qu'on ait un beau spectacle sur ce tour. Bien d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. On peut enchaîner. Tu m'as redonné l'espoir d'une belle bataille. En tout cas, on peut enchaîner avec celui qui va remporter le tour, c'est Primož Roglic. Il a une équipe magnifique. T'attendais ce moment. Juste, la vidéo, il voulait la faire juste pour ça. Hein. Ah, moi, après, je vous laisse. Par contre, vous finirez sans moi. J'ai un truc à faire. Non, mais voilà. T'as pensé à mettre les petits taureaux ou pas? Arrêtez d'être méchant avec tonton Primož. Non, mais moi, je le dis depuis le début de l'année. Alors oui, je pense qu'il est plus intrinsèquement, il est pas aussi fort que ni Vingegaard ni Pogacar. Après, il a pas trop souffert de la chute qu'il a pu avoir dans la grosse chute avec Remco et Vingegaard. C'est finalement celui qui s'en sortait le mieux. Il a pas du coup eu trop de trucs dans sa saison qui ont été décalés ou autres, à part les Ardennaises qu'il avait un peu prévu de faire et qu'il a pas fait finalement. Il a une très grosse équipe autour de lui. D'ailleurs, quand je vois Vlasov sur le Dauphiné, je me dis, mais en fait, est-ce que Vlasov, c'est pas un lieutenant XXL 12 étoiles, machin, tout ça depuis toujours, et on s'en était pas rendu compte parce qu'il s'est mis à la planche comme jamais. Encore plus qu'Hindley, j'ai trouvé. Voilà, je pense que Roglic, il a une super équipe autour de lui. Il sait que c'est un peu sa dernière chance, c'est pour ça qu'il est parti. Comme moi je le dis depuis le début, l'histoire serait tellement belle de le voir gagner sur le dernier chrono et remporter le tour après que ce soit comme ça que le tour lui ait échappé il y a quelques années de ça à la planche des belles filles. Ouais, j'y crois et j'y crois pas en même temps, mais j'ai envie d'y croire pour le romantisme et aussi parce que je l'adore, voilà. Ah mais t'as raison, en soi, ouais, j'y crois pas pour la victoire. C'est quand même vraiment difficile d'imaginer Roglic... En fait, le problème, c'est que pour gagner le Tour de France, il faut pas seulement être capable de suivre, etc., mais il faut être capable de forcer la décision. Et voilà, tu vois, son Dauphiné, on l'avait dit, moi, il m'a rassuré, et en même temps, il m'a pas rassuré sur sa capacité à gagner le Tour. Finir 3e à la régularité, être le meilleur des autres, etc.,
Ouais, c'est une vraie possibilité. Mais franchement, vu les Tours de France d'extraterrestres qu'on a vus là ces 2 dernières années, enfin l'année dernière, les deux là, Pogacar, Vingegaard, ils avaient le temps de faire du surplace en montagne et les autres, ils étaient quand même 2 minutes derrière. Donc j'ai un peu peur que Primož Roglič soit pas capable de faire ça, que ce soit un très bon mec qui sache, enfin bien gérer ses efforts et qui sache avec son finish aller chercher à chaque fois des bonifs ou alors des précieuses secondes avec les contre-la-montre qui vont l'avantager. Il va rester bien placé, mais ouais, moi je le vois plus voilà comme peut-être le numéro un des prétendants au podium, mais pas à la victoire malheureusement. Même s'il a une bonne équipe, je ouais, déjà j'ai peur que, enfin pour moi c'est pas à la Bora de prendre l'initiative, en tout cas de rouler. Pour moi il faut utiliser les cartes qu'ils ont pour que Primoz il reste le plus tranquille dans les roues et que les équipes comme UAE ou Ineos ou Visma ils doivent rouler. Donc j'espère qu'ils les utiliseront Vlasov et Hindley plutôt comme ça, un peu en dynamiteur. Si c'est le cas, alors Roglic il pourra vraiment profiter du travail de son équipe et finir le boulot pour aller chercher des très bonnes places. Donc ouais, moi Primož Roglič, je le vois bien sur le podium de ce Tour de France, mais malheureusement je pense que c'est trop tard maintenant pour le niveau est trop haut pour aller gagner. Il faudrait vraiment un sacré concours de circonstances avec un Pogacar éreinté de son Giro, des équipiers de Pogacar comme Yates qui font trop de boulot et qui peuvent pas aller jouer leur carte et un Vingegaard diminué. Pour moi, pour que Roglič il arrive à tirer sa carte et remporter le Tour, ce serait beau comme tu dis, mais ouais, non, pour moi, pour la victoire, ce sera trop compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc. Moi, j'en pense que pour moi, l'équipe Bora, si l'équipe UAE n'était pas là, ce serait la meilleure équipe de ce tour. On a quand même on a Hindley, on a Vlasov qui sont quand même des grimpeurs exceptionnels. Et enfin, Hindley, il a gagné un grand tour quand même. C'est quand même un assez grand luxe à avoir comme équipier. Et justement, je pense aussi que la Bora, vu la petite tendance que notre cher tonton a tombé ou à avoir de la malchance, il se protège aussi un peu en se disant bon, on a quand même des co-leaders, s'il tombe ou il se casse la binette, on va pouvoir avoir quelqu'un d'autre derrière. Mais je pense que dans un premier temps, ils vont tout faire pour que Primoz essaie de gagner ce fameux tour. C'est pour ça qu'il a changé d'équipe. Il sait qu'il a vraiment, je pense qu'il a encore un an il a ce tour-là et le prochain, et après pour moi ce sera fini. Et je lui donne une année de bonus pour aller gagner un tour. Et pour moi, c'est un prétendant naturel au podium. Et si il est régulier, s'il arrive à suivre le train, il peut parfaitement faire un podium, mais j'y crois pas pour la victoire parce que je le vois pas faire des différences sur des grands cols. C'est quelqu'un qui arrive très bien à faire les différences sur les 100 derniers mètres. Et il a un punch qui est assez incroyable pour aller gagner. Mais je pense pas qu'il arrive à lâcher des groupes. Très bien, messieurs. Et il me semble que... Enfin, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense que sur la Bora, tout est dit. Et sur Primoz. Oh non, je vois que sur les paris, en tout cas, la cote à 1,01 sur une chute de Primož Roglič sur l'étape des chemins blancs sur le Tour de France. Voilà, c'est tout ce que je vois. Salaud, voilà, salaud. Non, moi ça ne me fait pas rire, monsieur. Voilà, je le dis. Non, mais la légende raconte qu'ils amènent un gravel. Non, mais c'est cata en vrai. C'est vrai que c'est ce qui est difficile pour Primoz. Et ouais, on l'a encore vu sur le Dauphiné. On a l'impression qu'à chaque fois que ça tombe, il est là, quoi. Et en plus, des fois c'est c'est pas de sa faute. J'avais vu la stat passer. Et justement, en fait, quand il tombait sur les courses d'une semaine, il tombait pas sur les grands tours. Donc il y a peut-être un peu d'espoir. Tu sais, genre, quand il tombe sur le tour, l'année où Vingegaard gagne, qui se remet l'épaule tout seul, ça tombe devant lui, je sais plus qui c'est qui tombe, c'est pas Caleb Ewan ou machin qui se prend la oui, ça devait être lui, qui tombe beaucoup aussi. Non, mais tu sais, t'es là, genre, t'as pas de chatte, là, t'es derrière le gars, il tombe, tu tombes derrière lui, tu peux rien faire, ok. Mais alors, sur le Dauphiné, il y a 2-3 fois, on l'a vu un peu en arrière de groupe, essayer de se replacer, frottouiller, et tu sais, tu sentais que vraiment il était sur des œufs, et là tu lui dis mais Primoz, ça par contre c'est pas possible, quoi. Moi je t'aime d'amour, mec, mais là faut faire un effort, quoi, parce que tu vas te foutre au tapis tout seul, et ouais, dans ces cas-là ça fait chier. Il a une histoire d'amour avec le tarmac. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, messieurs, le 4e fantastique, alors peut-être celui qui sera le plus décrié dans les commentaires, ou même dans cette émission, c'est Remco Evenepoel. Alors, ce qui est difficile avec Remco Evenepoel, c'est qu'on nous le présente depuis un peu toujours, hein, comme un gars capable de gagner le Tour, ou en tout cas des grands tours. Il y a 2 ans, il a validé un peu cette prédiction en allant remporter la Vuelta.
Et puis, bah, on sait que sur d'autres grands tours, ça a pu être compliqué. Alors, pas mal de gens l'ont saqué sur son Giro de l'an passé, mais bon, il est quand même covidé sur le Giro de l'an passé et il était pas si mal parti que ça. Remco qui s'affiche comme le 4e fantastique, grand favori, en tout cas dans les médias de ce grand Tour de France. Pas rassurant sur le Dauphiné, en même temps il a dit qu'il devait perdre encore un petit peu de poids. On sait que sur la Vuelta il y a 2 ans il était arrivé dans un poids de forme qu'il avait jamais eu avant et voilà, on savait que ça avait été très difficile pour lui d'arriver à ce poids-là. Donc pas étonnant que peut-être même au début du tour, je sais pas s'il sera tout de suite au poids sur les 2-3 premières étapes, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Remco Evenepoel, messieurs, sur ce Tour de France? Est-ce que c'est vraiment le 4e fantastique qu'on va voir jouer la gagne ou le podium cette année? Pas tous en même temps, hein, vraiment. Quel enthousiasme pour Remco. Et je peux vous dire, si on était un podcast belge, vous auriez démarré plus vite, hein, je vous le dis. Bah bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'avoue que j'y crois pas. Vraiment, j'y crois vraiment pas du tout. Et je pense que pour lui, c'est vraiment... on avait parlé sur quelques émissions, pour moi, c'est... Alors, il part pour faire le général, en effet, c'est important pour son statut qu'ils disent qu'il part pour faire le général, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne passe pas encore les étapes de haute montagne. On l'a vu, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas du tout son Giro de l'année dernière, c'est sa Vuelta de l'année dernière, où en fait, il a un énorme trou d'air. C'est un peu comme Pogacar, c'est-à-dire qu'il y a des jours sans, sauf que lui, ces jours sans, il perd 25 minutes. Donc, pour moi, ça va être même compliqué de jouer le général. Le Tour de France, c'est autre chose. C'est d'une difficulté qui est hors norme. J'ai vraiment du mal à le croire. Je demande qu'à le voir être en super forme parce que ça ajoutera du spectacle. Mais je pense que même avec Landa, il n'a pas vraiment un équipier qui est ultra fiable. Et il n'a pas grand monde autour non plus. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment compliqué pour Remco et on l'a vu moi, son Dauphiné m'a vraiment pas rassuré. D'accord, quand il perd du temps, il monte au train et il arrive à minimiser ses pertes. Sauf que ça, c'est sur une semaine. Sur 3 semaines, qu'est-ce que ça va donner? Il revient aussi de blessure. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de points qui me font dire oula, mais est-ce qu'il est vraiment sûr de jouer en général? Moi, je le redis, hein, je l'ai dit précédemment, je préférerais le voir chasser des étapes et peut-être apprendre, perdre du temps au bout d'un moment parce qu'il n'arrive pas à suivre et aller chercher des étapes après. Mais pour moi, c'est son premier tour, c'est un tour d'apprentissage. Il a d'autres objectifs cette saison que le Tour de France. Et moi, j'y crois pas. En tout cas, il vient sans une pression monumentale. Je pense qu'il faut être indulgent avec Remco. Voilà, il a encore toutes ses preuves à faire, on va dire, sur le Tour de France. C'est son premier, donc je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en haute montagne, il semble avoir montré des limites, mais ouais, je sais pas. À mon avis, tu vois, pour moi, s'il arrive à faire une top 5, ce sera déjà une très bonne performance et on pourrait être satisfait. S'il joue pas le général et qu'il va te claquer 3 étapes, voilà, ce sera aussi un bon Tour de France. J'ai envie de dire que, ouais, je pense qu'il va briller sur ce Tour de France. Je sais pas à quel niveau. Moi, je vois bien Remco Evenepoel, pourquoi pas maillot jaune à l'issue du contre-la-montre. Je pense qu'il y aura peu d'écart entre les favoris sur les premières étapes. Les premiers écarts, ils vont être sur le chrono. Et mine de rien, c'est le grand favori de cette étape pour aller chercher l'étape et le maillot jaune. Et je pense qu'on peut avoir une première partie de Tour de France pour Remco Evenepoel où voilà, on se dit, j'y vais lutter avec les meilleurs. Voilà, il est dans le ton, etc. Et puis dès qu'on va arriver à partir de l'étape 13-14, là, dans les étapes des Pyrénées, ça peut être un peu plus difficile pour lui. Et moi, ce qui me fait peur surtout, c'est ces 2 grandes dernières étapes des Alpes, là, avec surtout l'étape de la Bonnette, où ouais, c'est typiquement comme l'étape du Tourmalet l'année dernière, une étape où il a montré des limites. Donc ouais, ça peut être un peu difficile pour lui. Mais donc voilà, moi je le mets pas sur mon podium. Je pense même que voilà, on parle des 4 fantastiques, mais il y a d'autres mecs dont on va parler après que je vois même peut-être pourquoi pas plus fort que Remco Evenepoel sur ce Tour de France. Donc non. Ça va être un bon apprentissage pour lui et nous ça va être un super moyen de voir ce qui vaut et ce qui va pouvoir valoir surtout par la suite par rapport au leader. Et puis ça se trouve, écoute, il va nous surprendre et il peut aller gratter un podium ou je ne sais pas. Donc moi j'y crois pas pour la victoire, pas du tout. Pour le podium, je pense aussi que ça va être difficile.
Donc ouais, je suis curieux de voir ce que va donner Remco. Ça se trouve, ça va être un dynamiteur. Il va gagner 3 étapes. Enfin, voilà, donc très très intéressant à voir. Et en tout cas, c'est un mec, tu vois, à cette ligne fantasy. Moi, je pense qu'il va être très rentable parce que soit il fera un bon classement général, soit il va aller gagner plein d'étapes. Donc ouais, un mec intéressant à suivre. En tout cas, avec le début de Tour de France, moi je le vois bien. Alors, c'est pas les mêmes statuts et en 2019, Julien Alaphilippe avait pas gagné de grands tours comme a pu le faire Remco, mais je le vois bien faire un tour un peu à la Julien, prendre le maillot, soit sur le chrono, soit avant, hein, parce que clairement au punch, je pense qu'il a rien à envier à Pogačar sur des ascensions courtes ou d'autres coureurs. Et voilà, ouais, comme tu disais, Titien, je suis assez d'accord avec toi. Je le vois bien prendre le maillot et peut-être après voilà essayer de se défendre, être même un petit peu surprenant parce que pas de pression, parce qu'un peu moins attendu, parce que voilà on se dit oh il y a un moment où il va craquer en haute montagne c'est sûr parce qu'il y a toujours du mal. Je le vois pas forcément aller gagner mais tu vois un Remco maillot jaune avant les dernières étapes là qui vont être très dures dans les Alpes du Sud, j'y crois, je me dis que c'est possible et je trouverais ça même intéressant comme scénario. Après non, je le vois pas gagner, même si heureusement pour lui la dernière étape est un chrono sur lequel il pourrait aussi performer. Mais je le vois bien en bon animateur de ce Tour de France. Et messieurs, peut-être avant qu'on passe à une autre rubrique, je voulais lancer une petite dédicace, comme on dit, à Thierry qui m'avait envoyé un message. Thierry qui nous suit très régulièrement et qui avait dit, alors je sais pas si vous vous rappelez messieurs, mais on était tous les trois pour les constats prématurés de début de saison. Vous aviez mis 3 étoiles à Remco ne gagnera aucune course par étape World Tour. C'est vrai. Et 3 étoiles sur Primoz ne gagnera jamais le Tour de France, entre guillemets, ouvrez les guillemets, à moins que Vingegaard se pète quelque chose cette année. Voilà. Donc c'est pour clôturer la page des 4 fantastiques. Mais si la prophétie de Remco ne remporte pas une course par étape, et la même que Primoz ne gagnera pas, sauf si Vingegaard se pète quelque chose, voilà, hein, on ne sait pas. Sortez vos boules de cristal. On verra. On verra. Alors Titien, tu nous as parlé de coureurs peut-être meilleurs que Remco pour jouer le podium, voire la gagne. Tu penses à qui ? Est-ce que tu as quelqu'un à nous présenter ? Ouais, bah c'est marrant parce que je l'avais mentionné dans les constats prématurés de début de saison. J'avais annoncé Carlos Rodriguez sur le podium du Tour de France, que c'était un de mes paris. Et ben je maintiens que Carlos Rodriguez est tout à fait capable. Pour moi, si on sort du giron UAE Vingegaard, bah pour moi c'est peut-être le favori à cette 3e place. Je trouve qu'il est très très fort. Il fait que progresser. Il a que 23 ans. Faut pas oublier, c'est un tout jeune. L'année dernière, il a beaucoup surpris. Au Dauphiné, il était vraiment pas top. Et puis ensuite, au Tour de France, il a eu quand même un niveau incroyable. Il a simplement craqué en dernière semaine, mais parce que voilà, c'était son premier Tour de France. Il avait que 22 ans, etc. Là, il a 1 an de plus. J'avais peur que ça devienne un peu un Enric Mas, voilà, parce que c'est un coureur qui a pas beaucoup de punch, etc. Qui est pas forcément capable de lâcher tout le monde comme ça, mais voilà, cette année, voilà, après un début de saison timide, il fait 2e du Tour du Pays Basque après avoir remporté la dernière étape. Il remporte dans la foulée le Tour de Romandie, sa première course par étape World Tour. Il vient claquer la dernière étape du Dauphiné, voilà, en étant assez consistant sur la semaine. Je pense que c'est un coureur qui fait que progresser avec la difficulté. Plus c'est difficile et plus ça lui va, et plus c'est long, plus ça lui va. Et ça tombe bien sur ce Tour de France, les grosses étapes de montagne, elles arrivent à la fin, et il va pouvoir faire jouer ses qualités de récupération. Je le vois plutôt dans le ventre mou sur la première partie du Tour, voilà, et au chrono il se défend, mais il est pas tip top, il est pas puncher, donc voilà, forcément il va perdre du temps sur cette première moitié de tour, mais rien de rédhibitoire, et je pense qu'il va beaucoup plus en gagner sur la seconde moitié du tour. Ouais, non, je le vois très très fort. C'est un excellent descendeur aussi, et ça peut l'avantager dans les étapes avec enchaînement de col. Donc moi c'est ma pique, voilà, Carlos Rodriguez sera sur le podium de ce Tour de France. J'y crois assez fort. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bah, je pense qu'on... Vas-y. Il est, ouais, c'est un coureur costaud, on le sait, il cesse de progresser. Il a fait cette année un meilleur Dauphiné que l'an passé, un très beau Tour de Romandie qu'il a remporté. Et puis en effet, agréablement surpris l'an dernier. On sent que c'est vraiment un profil grand tour. Et tu parlais d'Enric Mas, il gagne une belle étape l'an passé. On sent qu'il a quand même un côté un peu plus malin en course qu'Enric Mas. Et ouais, en plus on l'attend pas forcément. Je pense pas que les projecteurs seront braqués sur Ineos, donc il y a moyen en tout cas de le retrouver dans un top 5 bien solide, ouais. Bah, je sais pas quel rôle il aura, moi, chez Ineos. Moi, je trouve que c'est assez flou comme situation. On a 3 mecs qui veulent jouer le général. Je sais pas qui va jouer le général. Est-ce que Geraint Thomas va... Bah, oui, c'est leur leader, mais Geraint Thomas, il est là. Pidcock, il sera pas là pour le général, je pense, c'est impossible.
Mais sur les premières étapes, ça lui convient pas mal. Je pense pas qu'il va lâcher directement. Donc, mais pour le résultat final, pour moi, c'est la jeunesse qui prime. Et pour moi, Rodriguez a tout à fait ses chances d'être sur le podium. C'est un candidat très très sérieux. C'est un coureur qui m'a impressionné sur cette saison. Il progresse de jour en jour. Pour moi, c'est la grande carte d'Ineos. C'est la jeunesse aussi pour Ineos. C'est leur futur ils ont failli le perdre. Je pense que c'est bien qu'ils l'aient gardé et que c'est leur espoir pour les futurs grands tours. Ouais, je pense que Thomas, après, enfin, il a montré des limites sur le Giro quand même, donc il sera pas plus en forme sur le Tour qu'il l'était sur le Giro, puisque c'est l'enchaînement. Je pense vraiment qu'il vient un peu en capitaine de route pour la montagne, et puis Bernal, même s'il revient à un très bon niveau, son dernier chrono en Romandie où il s'écroule totalement, je pense que quand même il sera, enfin Rodriguez là, je pense qu'il vient en tant que vraiment leader d'équipe. Ouais, donc moi j'y crois assez. Et belle équipe Ineos quand même autour, hein. Franchement, c'est quand même solide. très solide. Donc ouais, ils sauront quoi faire pour l'emmener le plus loin possible. Loïc, aurais-tu un coureur à nous présenter? Bah, c'est compliqué quand même de choisir parce que au début, je m'étais dit bon, je vais faire le truc facile, je vais prendre Yates parce que c'est sûr qu'il va être sur la boîte. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas vraiment lui, c'est plus un favori en fait. Et pour un outsider, moi j'ai envie de prendre Félix Gall, qui pour moi est un exemple de... C'est quelqu'un qui sur une troisième semaine, il est tellement régulier qu'il peut aller chercher un général, il peut vraiment nous surprendre. Bon, sa saison n'a pas été ultra reluisante, mais il a quand même été très très... il était très consistant et je crois aussi aux dynamiques d'équipe. Il n'a pas forcément beaucoup d'équipiers en montagne, mais je le vois très bien suivre le train, suivre la course. Et au bout d'un moment, en troisième semaine, il va se réveiller, il va aller gagner une étape et il va regagner du temps. Et il a tout à fait la possibilité d'aller chercher un top 5. Et c'est aussi un coureur d'avenir. Je pense que AG2R a raison de parier sur lui. Et je pense que sur les années prochaines, quand il sera mieux entouré en montagne, ce sera quelqu'un qui pourrait être très très solide. Il est intéressant, Félix Gall, notamment parce que, alors, il avait fait une très belle saison l'an passé. Je trouve que ça pêche un peu plus cette année, mais est-ce que c'est pas aussi une strat? On sait qu'il mise beaucoup sur ce Tour de France. La dynamique de Décathlon est top, Décathlon AG2R. Donc ouais, alors, c'est un très bon grimpeur. On l'a vu l'an dernier, capable d'aller s'imposer sur l'étape où on passait au col de la Lose. Après voilà, je sais pas s'il est encore assez complet, assez consistant pour vraiment espérer aller jouer un top 5 face à des coureurs bien plus expérimentés. Il a 26 ans, donc bon, il est pas vieux, mais il est pas tout jeune non plus. Il est dans l'apprentissage et en effet, je te rejoins sur le fait que c'est un bon pari. La dynamique de Décathlon AG2R est très bonne. Il est possible qu'on puisse le voir à l'avant. Après, moi, je le mets pas dans mon top 5. Moi non plus, mais il sera très fort en montagne. Je vois bien aller claquer une étape. Il va être très fort. Mais ce qui me fait peur pour lui, c'est cette première partie de tour. Il est pas très puncher. Sur le plat, c'est pas un as. Et puis en contre-la-montre surtout, il roule vraiment comme une planche à pain. Franchement, c'est vraiment un des plus mauvais, je pense, parmi les favoris. En plus de ça, il est vraiment pas bon descendeur. Il a des gros problèmes en descente. Et le dernier contre-la-montre, là, avec cette descente, y a rien qui va l'avantager beaucoup là-dedans. Donc, j'ai un peu peur que, même si pour moi, ce sera sûrement dans les 4-5 meilleurs grimpeurs du tour, toutes ces difficultés dans voilà, un peu technique enfin voilà, j'ai peur que ça le mette un peu dans le dur. Je pense qu'il sera dans le top 10 et il sera très très fort. Mais, je préférais même que Félix Gall, il aille gagner une étape et remporter le maillot à poids plutôt qu'il suive, pour remonter les morts et finir 6 ou 7e, voilà, comme l'an dernier. Donc j'espère qu'on l'aura plutôt offensif en montagne et que dans un premier temps, le classement général sera pas forcément dans sa tête parce que voilà, je pense que ça a plus de valeur quand même d'aller gagner une étape, de faire le spectacle et de ramener un maillot que forcément de finir 7-8e. Donc moi j'y crois pas en tout cas pour le top 5, ça va être très compliqué, mais ce sera un des meilleurs grimpeurs du tour, à n'en pas douter. Moi, messieurs, je vais vous parler d'un coureur qui ne cesse de nous étonner. Alors, il était déjà très bon l'an passé et comme beaucoup de coureurs qui partent de leur équipe pour aller chez Visma, ex-Jumbo,
Bah, il est encore meilleur quand il arrive chez Visma et bah, cette année il nous régale, c'est Matteo Jorgensen. Alors à un moment on avait entendu est-ce que Vingegaard serait l'équipier de Jorgensen? Alors moi je pense pas, hein. Je pense que Vingegaard s'il est aligné il est là pour être leader. Par contre Matteo Jorgensen ce qui est sûr c'est qu'il est incroyable tout bonnement. Pourquoi? Bah parce que clairement déjà il a remporté Paris-Nice, donc voilà, on sait que dans les courses d'une semaine qui comptent dans une carrière, Paris-Nice bah c'est pas rien. Derrière, on l'avait déjà vu à l'aise sur les Flandriennes l'an passé, bah, il a répété cette année ses belles performances avec une 5e place à l'E3, il gagne à travers la Flandre. Alors il fait 31e sur le Ronde, mais on sait que c'était le seul à essayer de suivre Van Der Poel, il a plafonné derrière lui un petit moment, mais il était très fort aussi. Et puis là, il revient sur un critérium du Dauphiné, où alors il le gagne pas. Il fait 2e à 8 secondes, mais ça s'est joué à rien du tout. Très, très costaud, très performant. On l'a vu très fort en montagne, on sait qu'il roule très bien. Lui, pour le coup, le plat, les étapes difficiles, les trucs punchy, machin et tout, ça lui fait pas peur. Peut-être un peu de réserve sur sa capacité à tenir 3 semaines, mais vraiment, Matteo Jorgensen... pour moi, clairement, ça peut être la surprise de ce Tour de France. Et quand je dis la surprise de ce Tour de France, je le vois pas aller gagner. Mais un peu comme on avait pu voir à Vingegaard en 2021. Non, oui, 2021, pardon. Quand Roglic chute, comme d'habitude, pardon, au début de tour et qui prend le leadership et qui va chercher une belle 2e place où il lâche un peu Pogacar dans le Ventoux et tout, et on se dit, ah là, il y a peut-être l'avènement d'un gars qui pourra être très costaud plus tard. Bah, si Vingegaard n'est pas assez bien remis, qu'il lui arrive, alors, ce que je lui souhaite pas, une chute ou simplement, voilà, il est pas dans le coup, qu'il abandonne ou qu'on se tourne sur quelqu'un d'autre, je pense que Matteo Jorgensen, c'est clairement un gars qui peut jouer le podium, c'est clairement un gars qui peut nous surprendre. Le type n'a que 24 ans. On est vraiment sur un coureur où on sent qu'on n'a pas du tout atteint le plafond. Et je pense que voilà, cette année il est déjà très fort, l'année prochaine il le sera encore et on a là un futur vainqueur de grand tour. Peut-être pas le Tour de France, peut-être pas cette année, mais en tout cas il faudra compter sur lui. Bah moi le problème que je vois c'est que il a énormément couru cette année. Enfin il a couru de partout, il a énormément couru. Il va 3 semaines, ça fait long pour lui. Moi je pense qu'au niveau de la fatigue etc ça tiendra pas. Pour moi c'est quelqu'un qui va être équipier de Jonas et après comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un pari d'avenir et alors, vu ses mensurations, je sais pas s'il va aller gagner un grand tour, mais sur les courses d'une semaine, il est très solide déjà. Et je pense que ça va être un coureur qui comptera dans les prochaines années, mais pour l'instant, au vu de sa saison et à quel point il a couru, je pense qu'en 3e semaine, ça va être short pour lui. Moi, je le trouve incroyable, Matteo Jorgensen, à fond. Il m'impressionne. Bah, écoute, en fait, j'y croyais pas avant le critérium du Dauphiné. Et il a prouvé que sur des montées longues avec des pentes à plus de 7-8%, il répondait présent. Donc, sur son niveau intrinsèque, ouais, il est très fort. Je pense qu'en plus, avec son gabarit, ça lui permet d'avoir une super récupération, pas mal de réserves, etc. Donc ouais, clairement, Jorgensen, sur ce qu'il a montré depuis le début de l'année, il peut aller taper le podium, voilà, hein, il était à 6 secondes, pardon, de gagner le critérium du Dauphiné. Ouais, moi, la seule interrogation, c'est, attention, tu vois, la jurisprudence Mathias Kelmoz, l'année dernière, qui avait sorti une année de fou, qui arrivait sur le tour où tout le monde s'était dit, ouais, Kelmoz, il va tout dégommer, etc. Et finalement, on avait vu que, bah voilà, c'était plus difficile derrière après enchaîner toute l'année. Donc, est-ce que Jorgensen va peut-être pas nous faire un peu pareil? Mais je le trouve encore meilleur que le Danois et le fait qu'il soit chez Visma aussi, ça me rassure un peu. Donc, je suis assez partagé. D'un côté, je serais pas du tout étonné qu'il ait claqué un top 5, voire un podium. D'un autre côté, à la fois, il va être équipier probablement de Vingegaard. Et puis en plus, bah voilà, les seules données qu'on a sur Jorgensen sur un grand tour, c'est l'année dernière où il était baroudeur. Et j'ai plus cette image de lui qui se fait déposer par Michael Woods dans le Puy-de-Dôme qu'autre chose. Donc, est-ce qu'il va pas payer, comme dit Loïc, son début de saison? Ça va être en tout cas riche d'enseignements, ce Tour de France de Matteo Jorgensen. Et finalement, voilà, si je devais faire un pari, je dirais pourquoi pas et pourquoi pas aller chercher le podium pour Jorgensen. Ça m'étonnerait pas. Il est l'heure maintenant, messieurs, si on est tous bons par rapport à ce qu'on vient de dire, de passer au Fire Bullet. Et Titien, je te laisse la main. Moi, j'en ai 2-3, mais j'en fais une déjà. Oh ouais, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, moi tu sais comment je défends toujours mes chouchous.
becs et ongles. Je pense que Primoz Roglic il va être dépassé dans son équipe. Et je suis peut-être bien le seul à penser, mais je pense que Jay Hindley il va sortir un très gros Tour de France. La montagne à la fin du tour, la haute montagne comme ça en fin du tour, ça lui convient très très bien. Ça me rappelle bien ces Giro sur lesquels il a brillé. Je pense qu'il va être plutôt dans un ventre mou en première partie de tour, mais que les états de forme vont évoluer. Il il n'était pas en grande condition sur le Dauphiné, mais il s'est parfaitement préparé ses objectifs. Je l'avais trouvé très fort sur le Tour de France l'année dernière. Bon, il avait chuté, etc. Ça s'était moins bien passé, mais bon, c'est le petit pari du cœur dans le fond. Je sais pas si j'y crois, mais je vois bien Jay Hindley aller taper à la surprise générale un podium sur ce tour. Pour moi, il faudrait une chute de Primoz. Ça peut arriver, hein. Du coup, la cote, Peut-être, C'est fort probable. mais je pense que mais il aura peut-être pas à rouler pour lui parce que je pense que Bora prendra pas son compte la course en fait. C'est ça qui me fait dire ça. Mais je sais pas, je le vois bien, même si Primoz est pas dans le coup tout de suite, être obligé de l'attendre et tout. Mais par contre, clairement, si Primoz est out en fait, on est d'accord sur le fait que Jay Hindley prépare super bien ses objectifs et que la fin du tour lui correspond à la perfection. Donc je te rejoins là-dessus, je mets juste ce petit ou gros Je comprends. bémol en fonction de comment on se positionne. Je vous rejoins tout à fait, monsieur. Une autre, Ticia? Ouais, on a appris quand même avec surprise que Lenny Martinez serait sur ce Tour de France. Et moi, j'avais quand même envie d'en parler parce que du coup, ils ont pas pu en parler dans l'émission des pépites. Mais Lenny Martinez, est-ce qu'il peut même faire quelque chose au général? Je sais pas. Je suis un petit peu perdu. Alors, du coup, on s'est tous dit après son Tour de Suisse. Oui, il est totalement, il est cramé de son début de saison. Finalement, j'ai regardé, il a moins de 30 jours de course, ce qui va être à peu près l'équivalent de ce qu'ont les autres prétendants au classement général. Donc, il n'a pas plus couru que les autres. Moi, il m'a quand même impressionné depuis le début de l'année. Il a 20 ans, certes. Pour moi, je le classe un peu comme un Antonio Tiberi, un peu au même niveau. Et Tiberi, il a claqué un top 4, si je dis pas top 5 du Giro. Donc, pourquoi pas un Lenny Martinez qui irait chercher le top 10 au classement général. Et sinon, une victoire d'étape et en montagne et un maillot à poids. En fait, je sais vraiment pas quoi en attendre. Je suis très surpris par sa sélection, mais je me dis qu'ils sont pas non plus trop bêtes chez Groupama et que s'il était vraiment cramé. Et alors, certes, le mec part dans quelques mois, donc fallait investir à fond sur son nom avant son départ, mais s'ils le mettent, c'est quand même sponsors. Oui, non, mais je pense que le sponsor a fait pression pour qu'il y soit, c'est sûr. Mais bon, vu ce qu'il a montré depuis le début de saison, j'adore Lenny Martinez en plus, donc j'ai envie d'y croire à classement général, c'est peut-être pas, je sais pas en fait, je sais pas. Dans tous les cas, c'est clair qu'il fera pas podium, mais je le vois fortement briller en montagne et je sens qu'il va nous faire un truc, Lenny Martinez. Je sais pas quoi, mais je le sens bien. Ouais, je pense que si on avait été au courant qu'il courait pour les pépites, on en aurait parlé dans les pépites. Oui, c'est ça. Je voulais en parler. Oui, c'est important qu'on en parle, mais pour moi, c'est hors de question et c'est vraiment important pour lui de ne pas jouer le général. Je pense que il est très jeune. Pour moi, à 20 ans, faire plus de 30 jours de course, c'est pas rien non plus. C'est quand même, c'est très très lourd. J'espère le voir sur un chasseur d'étape, peut-être aller chercher un maillot à poids, on sait jamais. Et vraiment être l'électron libre de ce Tour de France qui va nous faire rêver. J'espère vraiment qu'il va pas aller chercher un général. Je pense que ça servirait pas vraiment à grand chose pour la Groupama. Ouais, moi je vais dire que j'en attends rien, mais j'aimerais bien le voir à l'avant après le classement général, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on le verra en montagne, au moins dans les échappées ou autres. Et de toute façon, je me dis que si j'en attends rien, je peux que avoir des surprises positives, donc je vais aller là-dessus. Simon Yates, puisqu'on a parlé d'Adam. Bah, moi, j'y crois quand même assez pas mal. Enfin, pas mal. Je trouve que c'est bon, quelqu'un qui a montré que sur les courses d'une semaine, il était très très solide. Après, la limite, c'est qu'il n'a pas grand monde en montagne pour l'épauler. Mais justement, il peut un peu en suivant les trains comme d'autres coureurs, comme par exemple ce que je disais pour Gall, essayer d'aller accrocher à une place au général. Après, pour le podium, ça va être très compliqué. Ouais,
écoutez, il est dans mon équipe Cycling Fantasy. Voilà, Simon Yates, parce que il coûtait bien moins cher que tous ces mecs qui étaient à plus de 1000 là. Et que, bah voilà, il fait 4ème du tour l'année dernière, qui refait la même préparation, que sur son niveau intrinsèque, Simon Yates, c'est quand même un des meilleurs grimpeurs punchers du monde. Voilà, c'est typiquement le genre de mec dont personne n'entend parler. Là, tout le monde est concentré sur les grosses armadas. Et finalement, il n'a pas besoin beaucoup d'équipiers en montagne parce qu'il va qu'à se laisser emmener. Et il peut faire également des bons contre-la-montre quand il veut. Donc, ouais, clairement. Écoute, moi, j'y crois. Simon Yates, et voilà, c'est un coureur qui peut-être atteint sa maturité, là, qui a quand même gagné un grand tour. Faut pas l'oublier, qui a failli en gagner un deuxième avant une grosse craquante. Non, écoute, oui. Pour le victoire, non. Podium, pourquoi pas. Et top 5, j'y crois assez fort. Si tu l'as mis dans ton équipe Cycling Fantasy, il faut le prendre absolument alors. C'est ça. Écoute, là, je suis un peu sur les freins là, à Cycling Fantasy depuis la fin des classiques pavés, mais on va essayer de se reprendre sur ce tour. Toi aussi, t'as trop couru depuis le début de l'année, Titien. Voilà, c'est dur. Hein. Messieurs, est-ce que vous en avez encore quelques-uns ou est-ce qu'on va tranquillement clôturer cette émission? Pour moi, je pense que c'est quand même assez important de parler aussi d'un Landa qui peut, en cas de craquage de Remco, prendre la main et aller chercher pour moi un top 5. Si dans le cas où Remco se craque, il est très solide et il peut aller aussi suivre un train et se faire une petite place, je pense. Ah, je le vois pas du tout, Landa, moi. S'il est dans le top 10 déjà, ce sera bien, je pense. Ouais, il faut que Remco craque, quoi. Ouais, et puis il va prendre tarif sur les chronos, c'est pareil. Je sais pas, pourtant il fait un bon début de saison, mais j'ai l'impression que maintenant le tour, la marche est un petit peu haute, mais ouais. Et puis il sera cantonné peut-être à ce. Ça dépend si Remco est très fort, si Remco craque tôt, enfin. Pardon, je sais pas. Ouais. À voir pour Mikel Landa, mais peut-être que le Tour de France maintenant c'est peut-être un petit peu trop dur pour lui et qu'il sera plus là en lieutenant ou pour aller faire que le coucou en montagne et briller sur la Vuelta derrière. Petite dernière pour ma part, Richard Carapaz. Le fameux mec qui est plus fort que tout le monde et qui va gagner le tour. C'est ça, exactement. Ah ouais. Le troisième oh là là. Non, j'y crois pas. En plus, il a une commotion cérébrale là. Je crois il a abandonné le Tour de Suisse parce qu'il est tombé. J'ai du mal à y croire à Carapace. Je pense qu'il a un peu glow down chez IF. Alors, il avait gagné une belle étape sur le Tour de Romandie, mais non. Enfin, je le vois plus qu'également aller faire des coups en montagne. Je vois bien aller chercher un maillot à poil et gagner une étape, mais pas jouer le classement général. Il me semble que IF l'a même annoncé qu'il jouerait pas le général cette année. Peut-être. Ouais, c'est possible. En tout cas, moi, je le vois vraiment pas jouer le général non plus. Tout pareil. Et moi, j'ai un dernier petit nom quand même, c'est un mec qui a fait 6ème l'année dernière, Pello Bilbao, que je trouve assez consistant. Voilà, une belle équipe Bahreïn, je trouve, qui a une bonne dynamique avec un Buitrago, à mon avis, qui sera un bon dynamiteur en montagne. Il y a un Bilbao qu'on voit, voilà, qui est un coureur pas forcément hyper tranchant, mais qui... voilà, l'année dernière, le Tour de France était relevé, il va taper une étape, il va faire top 10 du général avec une belle 6ème place, et moi je le vois bien réitérer, et je me dis qu'un top 5 pour Pello Bilbao, c'est pas quelque chose d'impossible à aller chercher sur ses capacités, il roule bien aussi en chrono, très bon descendeur, voilà, donc ouais, il est toujours bien placé, et ce serait une grosse surprise pour moi qu'il soit pas dans le top 10 Bilbao. Top 10, je te rejoins, top 5, je pense que ça va être dur. Je pense que les dernières étapes... notamment la 19ème, là, elle va être compliquée pour lui. Peut-être. Pareil, pour moi, top 10, c'est jouable. Et c'est vrai que l'équipe Bahreïn, je la trouve incroyable. Mais pour un général, je sais pas. Eh bien, très bien, messieurs. Écoutez, après cette petite heure et quart de preview, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like sur la vidéo. Ça nous fera extrêmement plaisir. Messieurs, est-ce que vous avez encore un petit quelque chose à rajouter? Petit prono quand même, non? Petit prono, tu as raison. Primoz Roglic. Ah bah... non, mais top... On se dit notre top 3.
top 3 carrément. Alors, allez, Primoz, le vainqueur, bon, c'est bon. Ah ouais, le fanboy jusqu'au bout. Bah oui, Ah, c'est vraiment, je l'ai mis tu dans mets mon équipe Primoz avec premier. Fantasy. Attendez, mais je vous explique. Primoz, Vingegaard, non, Primoz, Yates, Jorgensen. Parce que je pense que Pogacar va abandonner, Wow. Vingegaard sera pas en forme. Ouais, je le dis là maintenant. Oh. Ouais, je le dis comme ça. Voilà. Alors là, ça franchement, sera incroyable. Ah ouais, mais là tu mérites d'aller gratter un ticket et de gagner l'euro million là, parce que franchement, J'en si on ai arrive pas sur besoin. ce podium-là, La postérité me c'est du suffira. La postérité me suffira, risque. messieurs. Très bien. Et vous? Ah ouais, donc Vas-y, voilà, Loïc. ça parle chinois derrière. Bah, moi, je vois Vingegaard gagner s'il est en forme. Je vois un Yates deuxième et un Primoz troisième. Avec Pas de craquage Pogacar non plus. Non, craquage de Poggi. Bon bah du coup je vais compléter la boucle. Pour moi ça va être victoire de Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard et Carlos Rodriguez. Voilà. Très bien, et bien voilà, à vous de nous dire dans les commentaires quel est votre podium, qui vous voyez briller, qui vous voyez passer à la trappe. En attendant, normalement on se retrouve vendredi soir pour le traditionnel, maintenant vous le connaissez, Fringa Live pré-Tour de France, le premier live de la semaine. On vous tient au jus pour ce qui est du site des pronos, s'il sera en ligne, pas en ligne, dans tous les cas ce sera l'occasion de le découvrir lors du prochain live. Merci messieurs pour cette preview. Bah c'était un vrai plaisir comme d'habitude et maintenant voilà, J-3 donc on a super hâte d'y être. Ah bah oui, c'était un giga plaisir et j'ai vraiment très hâte de commencer à voir cette course. Et ça va être vraiment j'espère la plus belle course de l'année. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous alimenter d'ici la fin de la semaine, histoire d'arriver en forme et au top pour ce début du Tour de France. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Mesdames, messieurs, ciao, ciao. Ciao les copains. Bisous à tous.